Donc ce soir, on a trois intervenants très différents. On a notre amie Janine Mourilly, donc, qui est de Saint-Jean-du-Gard et qui est une, une propriétaire foncière, quoi, donc qui a quelques hectares de forêt dont elle s'occupe du fond du cœur, on va dire, et, et qui est engagée dans, dans ce domaine, quoi, la gestion de la forêt, la gestion privée aussi. Enfin, bon. Et tu vas nous raconter évidemment ce que tu fais. Euh, on a Philippe Martin qui est là, qui lui, par contre, est un véritable chercheur avec une, une quantité de diplômes impressionnante. Et s'il y en a qui ont envie d'aller voir un coup, c'est le moment, parce que je vais un petit peu parler de tout ça. Donc Philippe, il a un master de physique de l'environnement et de la climatologie. Il a aussi une thèse de doctorat sur le changement climatique, notamment il a étudié ce qui se passe sur la forêt d'Amérique du Nord. Il a été chercheur au Centre national de la recherche atmosphérique dans le Colorado. Il a intégré ensuite le CNRS. Il a travaillé à l'université Macquarie à Sydney en Australie, pas dans les Cévennes. Il a travaillé au Centre commun de recherche en Italie. Il a été aussi un des modérateurs, un des relecteurs des comptes rendus du GIEC depuis une trentaine d'années. Il s'est occupé de ça aussi. Et quand il en a marre et qu'il veut s'amuser, il crée des jeux vidéo à visée scientifique. Et puis aussi, il s'occupe de rechercher les interactions entre la végétation, le climat, la forêt, les feuilles, enfin voilà. Voilà pour résumer un petit peu les capacités de Philippe. Donc c'est un individu très concerné par le sujet. Et on a notre ami Éric Darlé, qui lui est un exploitant agricole qui vient de prendre sa retraite et qui travaillait sur le Larzac et donc qui a une grande expérience, 40 ans d'élevage, de comment, tu faisais du petit élevage, tu as fait du brebis laitières, oui, et puis gestion aussi des parcours voilà. et des ramenants sur les parcours. Et maintenant tu travailles activement dans la gestion de d'un territoire de plus de 3000 hectares de forêt sur le Larzac. Et voilà, donc vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Et est-ce que tu veux, toi, recommencer à me dire quelque chose sur ton activité? Oui, en fait, moi, je suis un ouvrier. Je suis une cévenale et un ouvrier. Donc, ça fait 40 ans que je reboise, donc j'ai fait beaucoup d'essais. On en parlera ensuite. Mais je pense que Philippe a plein de choses à nous dire. Et je suis ravie de retrouver Eric, parce qu'on est dans des mondes forestiers totalement différents. Il est sur le calcaire, nous on est sur le granit et le schiste, donc on est une complémentarité forestière. C'est total. Philippe, est-ce que tu veux nous faire ta présentation en introduction? Ça va. Merci Bruno. Oui, alors tout d'abord, évidemment, on va parler je vais montrer les choses à l'écran. Ça va être l'objet de ma présentation, ça va être vraiment le lien entre le climat et la forêt. Je parlerai aussi. Ok. Je parlerai aussi évidemment de tous les mérites, tous les rôles que la forêt peut prendre, comment ils vont être affectés par le climat, les changements climatiques, et aussi comment ils peuvent en partie, disons, nous protéger contre ou modérer ces changements. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours sur la modélisation du climat, mais essentiellement, les données que je vais utiliser aujourd'hui, je me suis attaché à essayer de trouver le maximum de données qui sont vraiment pertinentes au CEN. Parce que énormément de données vont être globales
et en fait pas nécessairement concerner une partie du monde en particulier. Maintenant, faire des inférences locales, c'est vraiment le défi le plus grand pour la modélisation du climat. Ces modèles, on en fabrique déjà depuis les années 70. Et là, ce que vous avez, c'est une courbe où on voit les années en abscisse et on voit la température globale, le changement de température globale. Il y a un Larsen en ordonnée. Et en gros, le trait gras du milieu, ce sont les observations. Donc ce qu'on voit, même si c'est un petit peu fouillis, c'est qu'en gros, les modèles se débrouillent vachement bien. Et en fait, déjà depuis très longtemps, des gens comme Sikur Manabi, en 1970, faisaient déjà des prévisions qui étaient extrêmement intéressantes. Donc je m'arrête là pour essayer de légitimer le type de données que j'utilise. On peut en parler après si vous voulez. Je vais me focaliser sur les changements climatiques dus à un effet de serre qui concerne les Cévennes. Ah oui, pas tout de suite. D'abord, juste 2 points importants. Le premier, c'est que si on parle d'une augmentation de, disons, 1,5 degré, qu'on a déjà dépassé d'ailleurs, eh bien, cette augmentation n'est pas distribuée de manière égale sur la Terre ou sur les océans. Les océans ont une beaucoup plus grande inertie thermique que la Terre, et donc se réchauffent moins vite, et donc l'augmentation de température sur les océans est de 1 degré, alors que sur la Terre, elle est plutôt de 2 degrés. Ici, c'est un autre point important, c'est que si on regarde les données mondiales, ou globales plutôt que mondiales, eh bien, on se rend compte que l'évolution prévue par les modèles climatiques pour la Méditerranée montre que le réchauffement est beaucoup plus fort en Méditerranée ou sur le pourtour de la Méditerranée que si on regarde la moyenne globale. Ici, ce sont des anomalies positives pour les Cévennes. Et donc ça, j'ai repris ça d'un cahier très bien fait qui avait été commandé par le Parc national des Cévennes. Et donc, en rouge profond, vous avez le scénario, disons, on ne fait rien. En gros, on continue à brûler des fuels fossiles sans se préoccuper de rien. Le orange, c'est on fait quelque chose, mais pas tant que ça. Et le cas le plus optimiste, qui est très très loin de la réalité actuelle, c'est le jaune. Et là, on met le paquet, on vise vraiment des émissions nettes de 0. Et on se rend compte que on a vraiment des perspectives d'augmentation qui sont considérables quand on regarde le scénario rouge, donc le scénario du pire. Et je dirais que c'est un point de vue personnel, mais si je vais, plutôt dans ma pensée qui concerne mes proches, ma famille, moi je tape plutôt sur le pire que sur les autres. Ensuite, voilà, ça c'est une carte qui montre pour les Cévennes, pour le parc en fait, les anomalies positives. Et donc on se rend compte que, si vous avez arrivé à lire, on va jusqu'à 7 degrés d'augmentation pour les parties en rouge les plus foncées et seulement, entre guillemets, 5 degrés pour les parties les plus faibles. Et ça, c'est pour le scénario de pire pour l'année 2085. Donc, ce n'est pas 2050 ou 2055. Mais bon, c'est un changement radical de climat pour la zone des Cévennes. La chose maintenant qui est importante à savoir, c'est que si on regarde les simulations qui sont faites par les modèles climatiques,
eh bien, on a une incertitude totale quant au changement des précipitations. Donc ici, on voit ce qui a l'air d'être une décroissance, mais comme statistiquement, le changement n'est pas différent du zéro à cause des intervalles de confiance, ça veut simplement dire que c'est une illusion graphique, alors que statistiquement, il n'y a pas de différence entre les précipitations ou de différence significative entre aujourd'hui et demain, ou demain 2055-2085. Ceci dit, on peut inférer effectivement qu'il pourrait y avoir des baisses de précipitations. Mais c'est pas garanti, parce qu'il y a plusieurs facteurs, et j'en mentionnerai au moins deux, qui font qu'il pourrait y avoir effectivement des baisses des précipitations ou des augmentations. La première, l'augmentation serait que l'air chaud retient plus d'eau, et comme les Cévennes ont un relief, cette eau aura plus de facilité ou sera plus encouragée à tomber. Si les masses d'air sont poussées vers le haut, elles se refroidissent et elles vont relâcher l'eau. Donc ça, ce serait un mécanisme qui ferait qu'il y aurait plus d'eau. Mais évidemment, on pourrait imaginer que les systèmes climatiques bougent, et c'est en fait ça. On parle de réchauffement global, mais en fait, c'est un changement des systèmes climatiques, c'est-à-dire un changement sur le positionnement des zones de haute et de basse pression et du temps qu'elles passent à un certain endroit. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas encore d'informations. Donc il faut penser à toutes les possibilités. Alors ici, j'ai plusieurs tableaux, ce qui est un crime quand on fait une présentation, je le réalise. Mais essentiellement, je me suis dit, s'il y a des gens intéressés, vous m'envoyez un mail, je vous envoie la présentation, vous pouvez regarder les tableaux. Essentiellement, on voit, comme je l'ai déjà mentionné, des augmentations très significatives de la température, en particulier ici la température maximale moyenne dans les Cévennes, qui augmenterait à l'horizon 2055 de 1,6 à 2,6 degrés, et en été de 2,2 à 3,6 degrés. Le nombre de jours de vagues de chaleur pourrait augmenter à l'horizon de 2055 de 14 jours à 33 jours, suivant le scénario, modérément interventionniste ou pas interventionniste. Le nombre de jours de gel baisserait, lui, de 12 à 24. Il y aurait 12 à 24 jours de gel en moins. Et en hiver, 5 à 14. Pour ce qui est des journées correspondant à les journées d'été, donc il y aurait plus 19 à 31 journées. Les nuits tropicales tendraient à augmenter. Mais là, il n'y avait pas de données pour 2055. Alors, on peut se poser la question, maintenant je vais parler justement de l'eau, de la précipitation et des impacts que ça pourrait avoir. Alors, comment faire si en fait on n'a pas de signal, on n'a pas d'indication sur le sens? On peut quand même dire quelque chose parce que on peut imaginer que les précipitations sont inchangées ou constantes. Et ensuite, le reste, qu'est-ce qui va changer? Ça va être l'évaporation, essentiellement. L'évapotranspiration des arbres, l'évaporation des surfaces d'eau. Ça va vraiment être ça qui va déterminer le bilan hydrique. Sur cette base, on peut faire quelques conjectures. Donc, on s'attend, à cause de l'évapotranspiration, à ce que les sécheresses agricoles et hydrologiques soient plus longues et plus sévères dès le début du printemps, les étiages plus sévères et plus longs, le débit des cours d'eau serait en forte diminution. Alors, pour les épisodes cévenols, disons que, personnellement, je pense que
ça semble. Alors, je ne parle pas de la fréquence des épisodes, mais de leur intensité. Étant donné que il y a un réchauffement de la surface, en particulier de la surface de la Méditerranée, ça donne plus de force au phénomène, disons, d'évaporation, et aussi ça nourrit la circulation, et donc, et aussi en particulier avec la question du fait, ou le fait que l'air contient plus d'eau quand il est chaud, l'intensité, à mon avis, devrait augmenter. Mais de combien, c'est très difficile, c'est pour l'instant absolument impossible à dire. Pour les feux, alors ça c'est à nouveau assez logique. La conclusion du cahier sur les Cévennes est que il y aurait plus de feux dus à la chaleur, donc pas des feux criminels, mais des feux où en fait la végétation prend feu parce qu'il fait trop chaud. Et ça semble tout à fait possible, d'autant plus qu'on peut imaginer que le combustible ne sera pas sensiblement plus humide que par le passé. Le danger élevé doublerait à l'horizon 2055 et triplerait à l'horizon 2085. Et pour les feux convectifs, on s'attend justement, à cause du fait qu'il y a plus d'énergie pour la convection, à ce qu'il y ait des feux donc de forte intensité, des feux convectifs, plus fréquemment. On voit déjà qu'il y a comme impact aujourd'hui les arbres ont leur bourgeon plus tôt, apparemment 19 jours plus tôt en 1980, sur le versant sud du mont Lozère. On peut observer, et chacun d'entre nous peut le voir, un stress hydrique de la végétation, le fait que certains arbres soit perdent leurs feuilles plus tôt, soit ont une partie de leur feuillage qui déjà se dessèche. Et donc ça, c'est en fait très mauvais, puisque ça invite vraiment les ravageurs à en profiter et à abîmer, voire à tuer l'arbre. Je laisserai Janine en particulier nous parler des grandes différences qui existent suivant les espèces et leur résilience par rapport à des changements climatiques. Mais déjà, on peut dire que, par exemple, le pin noir, le pin laricio, sont de manière accrue sujets aux ravageurs et aux maladies. Le pin sylvestre, il est sensible, mais il a une grande diversité génétique, donc il ne s'en tire pas trop mal. Le pin de Salzmann est considéré comme rustique, et dans les documents que j'ai parcourus, on le voit un peu comme, pas le gagnant, mais une espèce qui devrait bien sortir. Et puis évidemment, notre très grand ami, le pin maritime, lui, c'est le paradis, il est très heureux. Quels sont les 8... Et après ça, j'arrêterai. Les 8 rôles de la forêt. Donc, ce matin, j'ai été une excellente présentation, deux en fait, excellentes présentations, mais l'une d'entre elles parlait donc de la forêt comme éponge. Effectivement, c'est une éponge, mais c'est l'ensemble, c'est l'écosystème forestier dans son ensemble qui est une éponge vraiment qui a énormément de valeur. C'est aussi évidemment une pompe, et on se rend compte que dans un contexte de changement climatique, l'équilibre entre l'aspect éponge et l'aspect pompe vont jouer. La forêt a aussi un aspect vaporisateur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec l'évapotranspiration, elle met beaucoup de vapeur d'eau en circulation. Ça peut être un aimant pour les pluies, de deux manières. D'une part, parce qu'une partie de l'évapotranspiration pourrait retomber sur la forêt elle-même, mais ça c'est plutôt rare, parce qu'à cause des différences de pression, le vent va en fait emmener les masses d'air humide pleuvoir ailleurs. Pas nécessairement en Chine, mais ça pourrait être, je sais pas, dans les Alpes-Maritimes ou autres. Il y a un autre aspect qui est
je ne sais pas si je devrais le mettre dans l'aimant ou dans l'éponge, c'est que les arbres, et par exemple, je pense aux arbres aux forêts qui poussent sur les Gouales, par exemple, à ce genre d'altitude, l'arbre peut aussi intercepter beaucoup d'eau. Donc, s'il y a un passage de brume ou de nuages, une partie de cette eau qui est en fait en suspension, mais qui est déjà condensée, va s'accrocher aux aiguilles, aux feuilles ou au tronc et ruisseler. J'ai pas de chiffres pour les essences européennes, mais les séquoias géants, par exemple, l'essentiel de leur apport en eau est dû au fait qu'ils arrivent à intercepter les brumes qui viennent du Pacifique et qui arrivent sur les terres californiennes avec leurs aiguilles et leurs troncs, et leur tronc va contenir 10 tonnes ou plus d'eau qui ensuite ruisselle très doucement. Cet effet n'est vraiment pas à négliger dans nos contrées, mais même si quantitativement il sera plus faible. Alors ensuite, la forêt cévenole aujourd'hui, elle fait baisser d'environ 1/4 de degré l'augmentation de température, mais localement, ça peut facilement être de l'ordre de 1 à 3 degrés. Donc c'est tout à fait intéressant d'avoir une forêt de ce point de vue-là. C'est évidemment un lieu pour protéger la biodiversité. C'est censé être une balle magique. C'est moi qui l'ai dessiné, donc j'assume. Et donc c'est pour, disons, symboliser le fait que c'est aussi un moyen de rebondir. Et enfin, c'est une éponge à CO2. Alors même si on pense, les estimations sont que les Cévennes sont un puits net de carbone positif, c'est-à-dire qu'elles fixent plus de carbone qu'elles n'en relâchent, c'est quand même, à l'échelle des Cévennes, c'est pas énorme. C'est pas le grand puits de carbone qui change la donne, mais au moins c'est une bonne nouvelle, je dirais, du carbone. Bon, alors mes propositions, et peut-être pas en guise de conclusion, mais plutôt en guise d'éléments de discussion. Il faut qu'on accepte une chose, une fois pour toutes, c'est qu'on entre dans une ère du changement. Et quitte à avoir une formule un peu à la Edgar Morin, parce qu'en fait on a le même maître à penser, Gregory Bateson, eh bien c'est le changement dans le changement du changement. Donc on n'a plus l'histoire pour nous guider, avoir une idée de ce qui nous attend. Donc on doit vraiment s'attendre, on peut avoir des tendances qui sont, disons, contraintes, tout comme on sait que dans nos latitudes, il y a une différence entre l'hiver et l'été, donc c'est contraint par le rayonnement solaire, donc on sait qu'il devrait y avoir une différence entre l'hiver et l'été, mais à l'intérieur de ça, on a vraiment beaucoup d'incertitudes. Deuxième point important, revisiter et rénover nos relations avec l'environnement naturel, social, culturel, politique. Et comme facteur essentiel de résilience, et pas seulement pour gérer la forêt, mais pour vivre, créer du lien par des projets en commun, par le rêve, le jeu, la fête. Voilà, merci. Après cette belle présentation, on sait qu'on a des choses à faire. On a, à mon sens, beaucoup de chance d'être dans les Cévennes en ce moment parce que nous sommes dans une région qui est boisée. Vous avez vu pour certains d'entre vous des photographies du début du XXe siècle, des années 1880-90, où il n'y avait plus un arbre dans les Cévennes. Vraiment, il y en avait très très peu. On a le pic de l'Arbousse complètement à poil. Et grâce probablement à notre possibilité d'utiliser du pétrole et du charbon et tout ça, on a pu ne pas couper les arbres pour se chauffer et puis essayer de faire un peu moins d'élevage intensif. Et donc maintenant on a une très belle forêt et je dirais que c'est un atout pour notre région que beaucoup de régions n'ont pas. Et déjà, de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez positif. Ensuite, on sait que maintenant, pour faire de la permaculture, pour faire du sol vivant, on a besoin d'avoir du bois. On sait qu'un sol, il a besoin de nourrir
les petits habitants du sol, les champignons, les acariens, les collemboles, les vers de terre, tout ça. Et ça, c'est depuis certainement 300 millions d'années, ça se nourrit de bois. Donc quand vous voulez faire un beau jardin, que vous voulez avoir une belle terre, il faut lui donner du bois à manger. Éventuellement, si vous pouvez même broyer du bois et le mettre à l'intérieur du sol, vous allez améliorer votre sol. Et ce sol, il va avoir l'avantage que lorsque il pleut, eh bien, un sol vivant, il boit toute l'eau. Quand on est dans une situation avec des sols dégradés, vous avez vu un sol de parking, un sol, même dans certaines cultures qui sont faites au labour et aux engrais chimiques, quand il pleut, on a l'eau qui reste dessus pendant plusieurs jours. Ça ne peut pas être bu. Donc, nous, ici, on a une situation qui est entre deux, puisqu'on part il y a 100 ans d'une situation qui était très dégradée, hein, avec l'absence d'arbres. On a perdu énormément du sol. Le sol, ça met longtemps pour se constituer. C'est constitué par les plantes. Les plantes mangent le caillou et elles fabriquent la terre cultivable. Donc, quand on enlève tous les arbres, eh bien, on se retrouve avec une perte rapide du sol. Là, ça a été compensé. Ça fait une centaine d'années ici qu'on a un sol qui n'est pas magnifique, qui n'est certainement pas aussi beau qu'il était il y a 3 ou 4 000 ans, mais enfin, il est quand même très intéressant. Donc, dans notre région, on a cet avantage-là. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis contente qu'on ait une forêt, effectivement, c'est bien. Sauf qu'on a une forêt qui est, en fait, pour moi, un peu tristoune, parce qu'on avait essentiellement du châtaignier, parce que c'était une essence nourricière, et du pin maritime, parce que c'était une essence minière, qui avait un intérêt. 2 intérêts économiques forts qui ont permis à ce pays de vivre, mais qui aujourd'hui sont des dangers pour nous. La première raison pour le pin maritime, c'est qu'il est très combustible. Je ne dis pas qu'il faut l'éliminer, loin de là, parce qu'on peut faire des très belles choses avec, on s'en sert maintenant dans l'habitat et tout, mais je dis qu'il faut le mosaïquer avec d'autres essences pour ralentir le feu. Parce qu'un feu, quand il démarre dans un boisement, s'il est dans une même essence, il va créer son pourpourant, donc il va s'accélérer, et là ça va être catastrophique, on ne va plus pouvoir l'arrêter. Alors que si on change d'essence, si on le perturbe, ça va ralentir le vent, et du coup on pourra l'arrêter plus facilement. Donc c'est la première des choses. Et la deuxième chose, le châtaignier, c'est un arbre nourricier qui a permis à tous les Cévenols de vivre, et c'est une honneur, hein. Moi je suis une Cévenole, donc je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu le châtaignier, certainement. Mais aujourd'hui, enfin, depuis 30-40 ans, même un peu plus, plutôt 50 ans, il est en dépérissement. Sauf que nous, les Cévenols, on ne voulait pas le voir. Donc on a laissé créer des zones naturelles de mille châtaigniers. Moi je me suis opposée à ça au niveau du ministère de l'Environnement. J'ai dit c'est une erreur, parce que le châtaignier est en train de mourir. Mais personne ne voulait dire qu'il était en train de mourir. Aujourd'hui, il est mort. Alors finalement, il faut en tirer un bon usage. Puisqu'il est mort, plutôt que de le garder mort sur pied, ben, il faut l'abattre. Et si on travaille en forêt, si on fait des reboisements, et même si on n'en fait pas, il faut le mettre le long des courbes de niveau, puisque de toute façon on n'en fait rien. Et comme ça, on refait ce que nos ancêtres ont fait avant. Mais on n'a pas les moyens de faire des terrasses en pierre, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais on peut faire des terrasses en bois, avec le pin maritime, avec le châtaignier qui va tenir l'eau. Pourquoi ? Parce que le châtaignier est imputrescible. On ne pouvait pas faire la même chose avec le pin maritime, parce qu'il se délie très très vite, et du coup, aux premières pluies, tout repartirait, et ce serait un peu plus catastrophique. Voilà. Donc, en fait, voilà, moi, mon métier, ça a été d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui s'est passé, de regarder comment ça fonctionnait, de regarder comment nos ancêtres avaient travaillé, et surtout, j'étais curieuse. Donc, de tout oser. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on soit plastique. Plastique, c'est un terme forestier. En fait, plastique, ça veut dire la capacité d'adaptation. Et si on n'a pas ça, quand on est dans un monde à long terme, comme le monde de la foresterie, forcément, on va à l'échec. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, demain, j'accompagne une promenade en forêt chez nous, et je peux vous montrer 40 ans, 50 ans de sylviculture. La chance que j'ai eue aussi, parce que j'aurais une très belle forêt de chênes, comme on a troncé, je n'aurais jamais rien osé faire en forêt. Donc, comme j'avais du châtaignier mourant et du pin maritime, pas terrible, parce que la sylviculture a été faite à l'envers, c'est-à-dire qu'on a choisi tous les beaux bois pour faire des poteaux de mine, pour faire tout ça, et tous les vilains, moi, j'ai laissé sur place.
Et c'est les visages qui ont fait des petits, donc ils sont tordus, ils sont mal foutus. Donc aujourd'hui, à part la pâte à papier, on n'en fait rien. Et puis surtout, c'est cette combustibilité qui me fait très peur. Donc du coup, j'ai fait beaucoup d'essais avec les scientifiques, d'essences différentes qui n'étaient pas des essences forestières, mais qui peuvent peut-être devenir. Et comme maintenant, ça a 30, 40 ans, on peut en tirer une exemplarité. Je voulais aussi dire que le châtaignier et le pin maritime avaient aussi 2 gros défauts pour moi. C'est que l'un comme l'autre, je ne sais pas si vous vous promenez dans la châtaignerie, vous avez remarqué, quand on va au cep, on a du mal à enlever toutes les feuilles. Elles ne se délitent pas, elles ne se cassent pas. Donc quand la pluie tombe très fort, l'eau elle ne pénètre pas. Et sur le pin maritime, c'est autre chose. Les aiguilles sont très longues, et donc du coup la pluie elle va ruisseler dessus. Donc là on avait 2 essences qui retenaient absolument plus l'eau. Aujourd'hui, je sais que le cèdre, par exemple, qui a des toutes petites aiguilles, le Douglas aussi, qui a des petites aiguilles, et bien, au contraire, il va faire une espèce de tapis sur le sol. D'ailleurs, quand on marche dessus, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus souple. Et là, du coup, ça va être vraiment un rôle d'éponge. Donc, il ne faut pas dire les résineux, c'est pas bien, les feuillus, c'est très bien. Tout le monde a des qualités. À nous d'utiliser les meilleures qualités qui sont nécessaires pour qu'on puisse continuer à vivre sur ce territoire. Éric, tu veux parler un peu de ça, des essences Oui, je voulais quand même un peu... C'est le mien? Allô? Oui, ça marche. Bon, je voulais un peu juste présenter un peu le contexte de Bois du Larzac. Hein. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, 3000 hectares de bois que l'on gère sur le plateau. Et effectivement, des constats hein, sur l'évolution avec le climat, parce que c'est le thème de maintenant. Une petite parenthèse, ça a été présenté dans votre présentation, Philippe Martin, mais quelque chose qu'on néglige un peu, c'est la diminution du nombre de gel. Et ça, c'est un problématique aussi fort que les grosses températures de l'été. C'est-à-dire que les fruitiers que vous avez là, je veux dire, sans gel, ben, vous n'aurez pas de fruits, quoi. Hein, sur les pommiers et compagnie. Il y aura des hivers sans gel dans les années 2050. Hein. Et il y en aura beaucoup. Et ça, il y a pas mal, il n'y a pas que les fruitiers, il y a plein d'arbres qui vont souffrir. Le cèdre, notamment, on parlait du cèdre, là, je veux dire, il a besoin des gels, il y en a crève énormément dans le bord, dans le fond. Je fais les lagages d'arbres aussi, puisque je travaille, moi, dans la récupération des aiguilles pour faire des huiles essentielles. Et ben, épicéa et cèdre meurent massivement hein, dans le Midi. Et je pense que c'est lié aussi au manque de froid l'hiver, entre autres. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Voilà, nous on a 3000 hectares de bois à gérer. On a eu l'avantage quand même de travailler sur un plan SEM de gestion que l'on a fait il y a 10 ans. C'est le plus grand plan SEM de gestion en France, de privé. C'est une obligation au-dessus de 20 hectares de bois. On doit faire un programme de travail. La particularité que l'on a, nous, sur l'autogestion que l'on a sur notre foncier, c'est qu'on a principalement des éleveurs et que le bois, pour nous, c'est pas que pour l'exploiter, bien sûr, parce qu'il faut un peu le travailler et avoir un peu de revenu, mais c'est surtout pour récupérer de l'espace de pâturage. En sachant que la forêt, c'est pas couper le bois pour avoir du pâturage, c'est avoir du bois et de la forêt pour aider le pâturage. Donc c'est un lien entre les deux. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est que jusqu'à présent, beaucoup de la gestion forestière s'est fait de façon dans des cadres. Les gestionnaires de la forêt ne voyaient que la forêt et considéraient les éleveurs souvent comme un problème. Et voilà. Et du côté agriculture, intensification de l'agriculture, on coupe les arbres pour pouvoir faire le maximum de champs. Enfin, vous voyez un petit peu. Et on a toujours un petit peu, des fois, un peu cette image-là. C'est très, très dur vis-à-vis de l'ONF ou vis-à-vis, des fois, du CRPF. Encore que il commence quand même un peu pas mal à évoluer, hein, de ce côté-là. Hein? Vous étiez en Midi-Pyrénées, c'était moins facile pendant le Voilà, donc bon. Et donc, on avait ces opinions un peu systématiques, hein, les raisonnements un peu en valeur absolue, et puis on gère la forêt, on ne parle que de la forêt, on gère l'agriculture, on gère de l'agriculture. Le silvopastoralisme, c'est relativement récent quand même. Hein, et
je le vois aussi, notamment, enfin moi pour les petites récoltes sous les arbres, les plantes médicinales, les champignons et compagnie. Voilà, ces mondes s'interpénètrent assez peu en fait de la gestion, et pourtant c'est c'est essentiel. Il y a eu les grands feux de forêt dans l'Aude, là, le dernier. Il y en a eu à Monsieur Jousse il y a 3 ans sur l'Aveyron, qui n'arrivait pas à être géré par les forestiers. J'ai une amie qui est éleveuse. Elle est toujours éleveuse. Elle essaye de se reconstruire. Elle a brûlé toutes ses chèvres. Elle a conservé ses animaux. Le feu, il a été protégé par ses pare-feux, et puis il est revenu par le côté de l'ONF. Pourquoi ? Parce que l'ONF lui interdit de venir pâturer dans les bois. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a dit, mais en Bretagne, tout le monde le reconnaît, les grands feux de Bretagne qu'il y a eu dernièrement, les forêts gérées par le pastoralisme ont été préservées. C'est-à-dire qu'à la limite, les broussailles, il n'y avait pas de broussailles, donc le feu a couru légèrement, a pu être arrêté un peu plus facilement par les pompiers, et au moins les arbres ont été préservés. Par contre, là où il y a de la broussaille, il faut voir dans l'Aude, j'y suis allé il y a 4 jours, je veux dire, même la pierre s'est transformée, tellement le feu a été violent et ultra fort, et il n'y a plus rien, plus d'arbres, plus de sous-végétation, c'est fini. Et tout ça, c'est par le manque aussi d'élevage qui fait que notre forêt méditerranéenne, elle était aussi gérée par les éleveurs. Les cochons sous les châtaigniers en Cévennes, c'était assez connu, et c'était l'entretien. Bien sûr, les gens aussi glanaient le bois, enfin, entretenaient la forêt aussi à leur façon, mais l'élevage faisait aussi partie de cet entretien général de la forêt. Alors, tout ne doit pas être fait n'importe comment, on ne doit pas gérer tout ça, bien sûr, en valeur absolue. Il n'y a pas... les choses doivent être un peu précisées suivant les biotopes, suivant les zones, terrain schisteux, terrain granitique, chez nous, terrain calcaire. Mais on doit aussi gérer. Il y a 3-4 ans, l'ONF, par chez nous, fait des récoltes massives de chênes pubescents. Massives. Pourquoi ? Pour les planter au nord de la France. Mais c'est 6 big bags ou 8 big bags, c'est-à-dire plusieurs tonnes de glands frais pour aller réensemencer. Et nous, à Bois-du-Larzac, on essaye aussi de travailler un petit peu ça. On travaille avec ce plan de gestion avec des experts forestiers qui nous conseillent et qui nous disent votre forêt d'ici 20 ans, c'est le chêne vert qui va revenir doucement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résineux, effectivement, on est essentiellement en plein sylvestre, il y a du chêne pubescent, du chêne blanc, du chêne pubescent, un peu de châtaignier dans certaines zones, donc sous ma ferme, et très peu après d'autres arbres comme certains cèdres et tout. Mais cette forêt, elle va évoluer dans les feuillus vers le chêne vert, et pourquoi pas peut-être nous travailler avec ces experts forestiers pour aller glaner des glands de chêne vert un peu plus dans le midi, pour favoriser ça, pour diversifier un peu notre forêt, faire de la forêt en partie en glands, tout en préservant aussi des forêts des résineux, parce que le résineux existe depuis très 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 longtemps sur le Larzac, mais en le gérant un petit peu mieux, en préservant des zones de clairière, avec des bosquets ou des bordures de dolines, d'arbres, les zones très très caillouteuses avec pas mal d'arbres, et plutôt essayer de faire un peu une gestion, une autogestion, parce que c'est nous qui gérons cette forêt, tout en étant assistés par des professionnels du bois. Philippe, est-ce que tu veux reprendre la parole sur l'incendie, sur les risques d'incendie? Quelles sont les essences qu'on peut éventuellement proposer pour Je veux bien parler d'incendie, parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Et vous remarquerez qu'ici, moi, dans la forêt que je gère, partout en crête, j'ai éliminé le pin maritime, et j'ai planté ou du cèdre, ou du Douglas, ou du chêne rouge. Pourquoi ? Parce que surtout le cèdre et le Douglas, ça se referme très vite, et dessous c'est propre. Vous élaguez à 2-3 mètres, le feu, il arrive, il va couvrir, et il va s'arrêter. Alors que le pin maritime, si vous le laissez en crête, les cônes vont exploser de tous les côtés, le feu partout, vous ne pouvez pas gérer. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pour retenir l'eau, non seulement effectivement il faut faire des terrasses
avec les châtaigniers morts, mais il faut aussi travailler le sol. Nous, on a travaillé dans les derniers reboisements avec un outil qui s'appelle la pelle araignée. C'est-à-dire qu'on vient et avec une grosse pelle, et on descend dans le sol, on fracture le sol, c'est tout. On ne sort pas l'horizon du sol et tout. Et après, on vient planter les arbres. Et l'intérêt, c'est que les arbres, ils peuvent démarrer très vite, descendre très vite. Et plus ils vont descendre vite, plus ils ont de chances de survivre. Parce qu'en plus, on a le chevreuil qui nous les mange en plus. Et quand ils sont descendus, ils vont descendre. Et certains, il faut privilégier les essences qui ont des systèmes racinaires qui descendent. Parce que plus l'arbre va descendre profond, plus il va donner une réserve utile pour l'eau. Et donc là, on revient au choix des essences. Oui, tu me fais rebondir sur ce problème de l'arbre et de l'eau. On entend souvent dire qu'il faut couper les arbres parce que c'est eux qui font évaporer l'eau qui est dans le sol. Alors, c'est vrai, quand il fait très très chaud l'été, quand on est au-dessus de 35 degrés l'été, les grands arbres sont capables de sortir beaucoup plus d'eau du sol que, évidemment, d'en rentrer. Mais par contre, si on regarde sur toute la durée de l'année, à ce moment-là, notamment quand il y a des épisodes violents, des épisodes cévenols, qu'il y a beaucoup d'eau qui tombe d'un coup, eh bien, les arbres ont acquis la possibilité, et depuis très longtemps, de ramasser l'eau de surface avec leurs racines de surface pour l'envoyer dans la racine pivot, pour l'envoyer au loin dans la nappe. Et pourquoi? En fait, ils se protègent quand ils font ça, puisque en enlevant cette quantité d'eau qui est importante, qui risquerait de les faire tomber, eh bien, ils se protègent. Et donc, un arbre, quand on regarde l'année complète, normalement, il doit faire rentrer beaucoup plus d'eau qu'il en fait sortir. Et il est évident qu'avec le changement climatique, cette équation-là, elle va aussi changer, quoi. Par rapport au feu, évidemment, ça c'est vraiment une priorité absolue. Et je pense que, en faisant référence à ce que Janine a déjà dit, c'est vraiment intéressant de trouver des solutions qui combinent deux choses. C'est-à-dire, avec par exemple le Douglas, des petites aiguilles, un tapis d'aiguilles qui absorbe l'eau et en même temps qui a un pare-feu. Parce qu'il est évident que... enfin, pas évident, ça c'est une des choses, disons, dont je me suis rendu compte en écrivant ma thèse de doctorat, c'est que le changement le plus rapide, il va être causé par le stress hydrique, pas par la température. Et une fois qu'on a un stress hydrique, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète parce que c'est un schéma qui se répète partout et partout dans le monde, il y a des attaques de ravageurs. Donc en fait, c'est toute une chaîne qu'on développe. Donc pour revenir feu et stress hydrique, si on peut trouver des solutions qui accommodent les deux, c'est essentiel. Aussi, ce que tu as dit, Eric, le problème de vitrification des sols, enfin quasi, dans certains cas, quand ils sont sableux, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un sol qui a une chape imperméable à tout. Donc vraiment, il faut casser ça, ou que les éléments cassent ça, le gel ou les dégels peut-être pourraient le faire sur des décennies, mais en gros, ça c'est le genre de situation qu'on veut absolument éviter. C'est après incendie, ça. Oui, c'est après incendie. Et si le feu est vraiment, vraiment intense, il peut vitrifier, voire modifier les rochers qui sont là. Ouais. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons fait un plan SEM de gestion il y a 10 ans. D'ailleurs, on travaille avec un expert forestier, enfin un cabinet d'experts forestiers. Et à l'époque, on avait fait des placettes. Donc, on est au bout des 10 ans, on arrive au bout des 10 ans de ce plan SEM de gestion qui dure 10 ans, et on est en train de préparer le suivant. Non, mais on a préféré faire du 10 ans parce qu'on a pu faire travailler les résultats là, qui sont sortis il y a déjà 6 mois là, d'un mémoire d'un étudiant qui a travaillé, forestier, qui a travaillé sur des placettes. Il y a eu plus de 200 placettes sur ce territoire. Les zones où il y a eu de la coupe de bois, des zones où il n'y a pas eu de coupe de bois, les zones où il y a eu du pâturage, des coupes à blanc, parce que sur 3000 hectares, il y a des zones en coupe à blanc, il y a 4 niveaux de sylvopastoralisme différents, et il y a des zones qu'on a laissées. Et on a essayé, il a fait des prélèvements, de voir un petit peu, au niveau des arbres et au niveau de la botanique aux alentours, l'évolution. Donc,
je ne vais pas préciser tous les détails parce que c'est un peu complexe entre les différents niveaux, mais on a remarqué que le bois poussait quand même plus vite que ce qu'on croyait. On avait vu une croissance de 1 mètre cube de bois par an sur l'ensemble des 3000 hectares. En fait, on se retrouve avec 2 fois et demi cette essence-là, surtout du pin sylvestre. Et suite à un petit feu de départ lié aux gens qui nous coupent, qui habitent sur le Larzac et qui coupent, il y a eu un moment, il y a eu un départ de feu. Heureusement, ils ont pu l'arrêter à temps. Ça les a réveillés, ils se sont dit, mais avec le prochain plan simple de gestion, il va falloir qu'on travaille avec les pompiers. Pour travailler et pour essayer de... Bon. Et donc, heureusement, on connaît très bien les pompiers de Millau. Un pompier de Millau qui est venu, le chef des pompiers de Millau qui est venu avec un des chefs de Rodez, du département. Et ils sont venus, ils ont dit, mais notre visite d'aujourd'hui, on n'a rien, on le fait de façon bénévole. Et tout le travail qu'on va faire de prévention, qu'on est d'accord pour mener avec vous, avec nous, Bois du Larzac, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont 0 sous. C'est-à-dire sur un territoire de 3000 hectares, géré déjà depuis 10 ans, où on essaie de faire du bois d'énergie, mais en même temps du silvopastoralisme, où les gens sont investis, les pompiers nous disent, ça, on ne peut pas prévoir avec vous. Enfin, ils vont le faire, parce qu'ils sentent que c'est quand même un travail super intéressant. Mais nous, de savoir qu'est-ce qu'ont besoin les pompiers pour pouvoir intervenir sur nos zones. Est-ce qu'il y a besoin de réserves d'eau à des endroits stratégiques ? Parce qu'il y aura des manques d'eau, de toute façon. Il y aura, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un coupe-feu, c'est bien, mais il faut le faire par rapport aux préconisations des pompiers. Et les préconisations, un coupe-feu, il faut que le sol soit stabilisé, il faut qu'il y ait plus de 20 mètres ou 30 mètres, je pense, pour pouvoir faire des retournements. Enfin, il y a des conditions un peu spéciales qu'on ne connaissait pas, et on a essayé d'y travailler dessus. Mais de savoir qu'eux n'ont 0 sous pour faire de la prévention, c'est quand même assez incroyable. Voilà, ça nous a assez surpris. Bon, on va continuer de travailler avec eux, c'est sûr. Mais enfin, c'est assez surprenant qu'après, il y ait des moyens pour aller... Moi, j'ai vu ça dans l'Aude, des moyens pour aller couper tous les arbres morts pour faire du bois énergie. Mais ça, il y a des moyens. Mais enfin, pour préparer à l'avance, rien du tout. C'est un choix politique du département. C'est le département qui finance les pompiers, le SDIS. Donc, c'est au département qu'il faut que vous alliez demander des moyens. On peut essayer d'aller chercher des moyens, mais qu'en fait, que les pompiers nous disent eux-mêmes ce travail de prévention, d'aller travailler avec des gens de terrain pour voir comment faire pour gérer les prochains feux. Moi, j'ai remarqué par exemple des choses, ça fait 40 ans que je suis sur la ferme, 3 fois, j'ai remarqué au printemps des mécanismes de défense des pins sylvestres contre les chenilles processionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu ça au printemps, des régions entières d'arbres de pins sylvestres qui deviennent marrons. Alors, je m'interroge sur comment ils communiquent, mais il doit y avoir une communication. Mais un feu là-dedans, au printemps, à un moment de sécheresse, et vous avez un méga feu. Je veux dire, même les Canadiens, je pense, là, ils n'interviennent pas, quoi. Donc, on va laisser cramer et tout ça. Alors, pour l'instant, la circonstance n'est pas arrivée, mais enfin, voilà, on a des boîtes d'allumettes, là, après, où il n'y a pas de moyens pour essayer de contenir, ou du moins de préparer un petit peu ça. Voilà. Et je suis un peu surpris, quoi. Je voulais faire une petite précision pour les départements du littoral. Depuis plusieurs années, puisque moi j'ai travaillé sur certains schémas, il existe des schémas départementaux DFCI, autrefois on appelait ça des PAFI, et qui sont renouvelés, je ne sais pas, peut-être tous les 10 ans pour réactualiser les chemins, les pistes, etc., avec les points d'eau. Et ce travail-là est fait en concertation avec les pompiers, bien sûr, et tous les services de l'État et tous les intervenants. Donc, dans nos régions, moi je suis sur le département de l'Hérault. Dans le département de l'Hérault, le maître d'ouvrage principal, c'est le département, c'est lui qui entretient les chemins, c'est lui qui fait un peu tout ça, donc ça existe. Ça n'existe peut-être pas dans l'Aveyron ou sur la Lozère, mais ça existe. Donc c'est plutôt au niveau départemental, avec les services de l'État, qu'il faut négocier ça. Et ça, bon, ce que vous dites, c'est des plans généraux sur la gestion de la forêt avec les incendies possibles et tout ça. Mais le travail sur le pâturage même, d'encourager des paysans à avoir des animaux qui pâturent en plein air. On a actuellement des gros problèmes, par exemple, sur l'élevage, avec des abattages, avec des confinements d'animaux sous des risques sanitaires, soit réels, soit
un peu exagérés, qui font que c'est de plus en plus compliqué pour des éleveurs de vivre d'animaux à l'extérieur, de mettre leurs animaux à l'extérieur. On a 90%, je crois, de l'élevage de la viande en France qui est faite avec des animaux confinés. Voilà. Et donc ça, c'est pourtant des moyens concrets de gestion au quotidien, de prévention, entre guillemets, de risque, par exemple, contre l'incendie. Et ça, il n'y a pas de travail de communication. Il y a ces sortes de... Chacun travaille de son côté. Risque d'incendie, on fait des chemins, on fait des... les Canadair, il n'y en a plus. Hein, tiens, voilà. Enfin, ils s'en fabriquent plus. On gère que sur la partie des chemins, les pommiers. Mais, comment dire, la communication, le sens commun du travail en commun, qui est symbiotique, entre guillemets, hein, je veux dire, qui se renforcent les uns les autres, ben ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas assez, de façon suffisamment large, je pense. Alors, ça peut se faire également. Moi, j'ai travaillé sur des projets sylvopastoraux, sur ce qu'on appelait des coupures de combustible, etc. Et souvent, ça se fait plutôt au niveau des communautés de communes. Après, c'est vrai que la prévention en France et le sylvopastoralisme, il n'est pas vraiment développé. Et puis après, il n'est pas faisable partout. Sous les pins maritimes, c'est difficile de faire du pâturage en sous-bois parce que souvent, vous avez de la bruyère, vous n'avez rien d'intéressant pour les bêtes. C'est plus facile sur le Larzac. Donc, chaque cas est différent. Mais ça peut se faire et ça peut se faire à l'échelle de la communauté de communes en particulier. C'est pas parce qu'on fait des coupes rases qu'on va tout perdre, toute la biodiversité, tout ça. Bon, c'est pour ça que j'aime bien plutôt parler sur le terrain, parce que c'est plus facile de montrer ce qu'on fait autour du tableau. Oui, mais c'est essentiel. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que cette forêt, je la gère depuis 40 ans maintenant, mais maintenant on a des petits. Donc une essence qui s'établit, et on a des petits de plusieurs variétés d'essences. Donc je me dis que s'ils sont là, finalement, ils font des petits, c'est qu'ils ne sont pas si mal que ça. Donc il faut chercher ça. Mais il faut continuer à chercher d'autres essences. Je suis d'accord qu'il faut voir des migrations. Moi, j'avais toujours cru que le micocoulier, ça poussait que sur du calcaire. Parce que toute mon enfance, j'ai vu des micocouliers à Montpellier et à Nîmes, et je n'en avais jamais vu ici. Là, maintenant, ils sont ici. Sur le col Saint-Pierre, il y a du micocoulier. Alors, je préside la commission forêt du Parc national des Cévennes, et je suis un peu agacée sur la liste des essences, parce que refuser de faire évoluer cette liste des essences, c'est condamner cette forêt à mourir. J'arrive pas à convaincre le conseil d'administration plus facilement, mais les gens qui travaillent au parc, ils croient que la nature se met sous cloche. On est dans du vivant, on est dans du complexe et du vivant. Il faut qu'on soit capable d'adapter nos mentalités à ça. Alors qu'on a toute une éducation pour au contraire nous faire croire que tout est simple et facile et tout droit. Ben non, ça passe par des méandres, ça passe par des cheminements. Voilà. Pour moi, mais c'est un avis personnel, basé évidemment sur mon expérience, mes réflexions, mes lectures académiques et autres, et aussi une petite expérience de terrain, on peut pas, si bien sûr qu'on peut, mais la conservation de la nature comme stratégie semble complètement inadaptée dans ce contexte de changement, et donc, comme je l'ai déjà dit, un changement du changement, donc un changement où tous les possibles sont possibles, et où la meilleure stratégie, c'est une stratégie de gestion du risque, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, pour parler technique, d'avoir une approche de gestion de portefeuille. C'est vraiment important. Et tester, faire des essais à différentes échelles, sur différentes périodes de temps. Et ensuite prendre le risque de se dire, ok, oui, ça a l'air concluant, donc on continue dans cette direction. Je veux dire, en fait, c'est vraiment, on est contraint à prendre une approche, non pas de coût-bénéfice, mais de risque-risque. On va échanger un risque à un autre qui est préférable. Contre un autre qui est préférable. Il est évident qu'on va avoir à faire beaucoup de choses. Dans les Cévennes, on a cette grande forêt de pins maritimes. Ce matin, on a posé la question à Olivier Hébrard et il a répondu que le pin maritime, il faut l'éclaircir beaucoup parce que, comme il est très grand, en général, dessous, il y a du chêne blanc, du chêne vert, enfin tout un tas d'essences qui sont prêtes à repartir pour le moment. Donc,
au niveau du chêne, au niveau de ces pins maritimes, il faut vraiment les éclaircir. Il y a un gros boulot, évidemment. Hein. Quand on s'en va vers l'est, là-bas, on voit bien que c'est un gros boulot. On a tous les châtaigniers qui sont en train de mourir, les châtaigniers morts. Il va falloir en faire quelque chose. Donc là aussi, on a un peu de travail. On a les hêtres qui sont appelés à disparaître aussi. Je suis allé marcher dans le Vercors cet été. Et les hêtres qui sont complètement en haut, à la limite du froid. Autrefois, ils étaient très rabougris parce qu'ils étaient à la limite haute, ils étaient dans le froid. Là, ils sont en pleine forme. Ils sont tout contents parce qu'il fait plus chaud, ça va bien. Par contre, ceux qui sont en bas de la strate, ils sont en train de mourir, quoi. Voilà. Donc on voit des choses comme ça. On va être obligé de changer les essences, de mettre des nouvelles essences. On a un petit peu de temps, c'est pas à faire d'ici la semaine prochaine, hein, puisque on n'est qu'en 2025, on a 25-30 ans pour faire ce travail, mais effectivement, on va être obligé de le faire. Les châtaigniers, je ne suis pas spécialiste du tout, mais le châtaignier, ce que je vois dans la forêt, c'est qu'il est plein de reprises comme ça, partout. Ce que je vois, c'est que le sol, il fout le camp parce qu'il n'y a plus les bancelles, mais pour moi, il n'est pas mort. Je ne peux pas parler de châtaignier mort, c'est la culture, l'entretien des forêts qui est pas là. Voilà. Et sinon, un autre truc que j'avais eu en... Oui, non. 300 ans de monoculture intensive où on ne redonne rien au sol. Est-ce qu'on peut dire qu'un arbre est mort s'il a des résurgences, au pied? Est-ce qu'on peut dire qu'un arbre est mort dans ce cas-là? Non, il n'est pas mort. Mais venez voir chez nous, ils sont morts. Morts. Là, on les voit, ils sont tout gris. Tout est gris. Parce qu'on a tout exporté. On a brûlé les feuilles et les bogues pour ramasser plus facilement les châtaignes. Avant, il y avait des brebis qui passaient. Elles piétinaient un peu les feuilles. Ça permettait à l'eau de s'infiltrer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne qui passe. Non, mais d'accord. Mais il faudrait que vous piétiniez avec beaucoup de sabots à tous les doigts pour arriver à faire travailler un troupeau. Donc, je veux dire, quelque part, c'est le résultat d'une non-gestion. Mais c'est une évidence. Oui, voilà, excusez-moi. Si on va entrer dans le débat, le problème il est beaucoup plus profond que ça. Tu accuses 300 ans de monoculture. Les anciens, ils n'ont pas planté des châtaigniers en Cévennes pour verdir la montagne. Ils ont planté des châtaigniers pour se nourrir. Et on en a parlé ce matin à une superbe conférence sur le chapiteau. Il y avait des pailletières, il y avait des retenues d'eau, il y avait de l'irrigation. Un châtaignier, c'est comme tous les arbres. Moi, j'ai beaucoup d'oliviers. On me dit, ah, mais les oliviers, ça n'a pas besoin d'eau. Pardon, ça boit autant que les autres arbres. Et si on ne les arrose pas, il n'y a pas d'olive. Voilà. Et bien, le châtaignier, c'était pareil. Il était beau, il était ça. Derrière ça, on a fait une exploitation du châtaignier parce que l'industrie a demandé du tanin. Donc, on s'est mis à couper le châtaignier. Les Cévenols se sont opposés à ces coupes drastiques. C'était la société Progil dans un premier temps, puis Péchinet-Progil dans un deuxième temps. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces industriels? Ils ont apporté la maladie aux châtaigniers. Voilà. Et là, ils ont eu du châtaignier, puisque les châtaigniers crevaient. Allez, on les coupe. Et vous voyez, ils sont morts aux châtaigniers. On les coupe, avant qu'ils soient pourris, qu'ils soient tout blancs comme on les voit maintenant, pour récupérer les écorces et faire du tanin. On est à Poland dans une usine de tanin, c'est une usine de tanin. Elle n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Donc je crois que la forêt, alors le pin, les mines, parlons-en. Les mines, ça a été une catastrophe. On a ensemencé les Cévennes de pin sylvestre pour faire des beaux tuteurs. Aujourd'hui, je ne vais pas constater spécialement, mais on peut dire qu'on a les mauvaises souches qui réapparaissent, enfin qui inondent les Cévennes. Moi, je constate, puisque j'ai aussi des bois dans la vallée remplis de pins que je mets en coupe, eh bien, je constate que ça a tué tous les sols et on a beaucoup de mal à faire repartir des essences sur des forêts qui ont été, enfin des terrains qui ont été envahis par le pin sylvestre pendant 40-50 ans. Voilà, ça c'est une grande catastrophe. On acidifie les sols et on a beaucoup de mal à pouvoir intégrer des essences dedans qui, on ne sait pas pourquoi, même irrigués, ne prolifèrent plus. J'ai reboisé 50 hectares essentiellement sur du pin maritime. Les arbres, aujourd'hui, à 40 ans, j'ai des chênes rouges qui font 40 cm de diamètre. Pourquoi on ne guérit pas le châtaignier? Mais parce qu'on ne sait pas, et puis peut-être qu'on n'en a plus besoin. Parce qu'en fait, on a utilisé le châtaignier parce que c'était nourricier.
Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'économiquement, il n'y a pas une demande suffisamment importante. Et il ne faut pas confondre le châtaignier à bois et le châtaignier à fruits. Parce qu'autant dans le verger, effectivement, ils ont besoin d'eau, on les arrose et tout. Bernard Cabane, qui est un ancien ingénieur de CRPF, j'aimerais bien qu'il prenne la parole, parce qu'en plus, il est propriétaire forestier à Saint-André-de-Valborne, il va nous en parler beaucoup mieux que moi. C'est pas si simple, je veux dire. Il y a les espèces, il y a la gestion qu'on y fait derrière, il y a le contexte dans lequel on introduit, et tout ça est très compliqué. Je veux dire, on ne peut pas avoir des raisonnements du style ah ben tiens, le cèdre, c'est vachement bien, parce qu'effectivement, il y a eu un grand incendie, puis c'est le cèdre qui l'a arrêté. Parce qu'effectivement, il n'y a rien dessous, c'était élagué, voilà. Mais est-ce que c'est bien aussi qu'il n'y ait rien dessous, au niveau biodiversité? C'est dommage aussi. Donc, on est gagnant sur le fait de retenir l'eau, d'arrêter l'incendie, mais au niveau écologie, dessous, c'est un peu pauvre. Voilà, on a parlé du hêtre. Il n'y a rien de pire que le hêtre quand il est en densité, parce que vous avez une quantité de feuilles dessous qui ne se dégradent pas, puisqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien dessous. Voilà, donc on dit souvent les feuillus c'est mieux que les résineux. C'est mieux si on les gère bien. Les résineux, vous regardez, le Douglas, effectivement, a des aiguilles qui se décomposent très bien, mais toutes ces espèces nécessitent une sylviculture, des éclaircies, qu'on mette un peu de lumière au sol, qu'il y ait autre chose qui pousse. Voilà, et souvent c'est compliqué, je veux dire, on ne peut pas faire des catégories, telle espèce est bien, telle espèce est moins bien. Ça dépend comment on la gère, ça dépend où on la plante. Et effectivement, pour le climat qui va changer, il n'y a pas tout de négatif. Parce que c'est un problème de flotte, et ça c'est dommage, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais le fait que le taux de CO2 augmente et qu'on ait cet effet de serre, eh bien, vous avez les sapinières dans l'Aude ont doublé d'accroissement depuis un siècle, grâce au CO2. Le CO2, l'effet de serre, c'est pour que ça produise plus, à condition que de la flotte. Et c'est bien là où est le problème, c'est que là, on n'en sait rien. Et c'est dommage, mais s'il y avait de l'eau, c'est pas catastrophique le CO2. Alors il y a après d'autres polluants, hein, on en parle moins et c'est dommage. Mais voilà, je veux dire, les choses sont compliquées. Et on n'a pas attendu, la forêt privée n'a pas attendu d'avoir ces alarmes à l'heure actuelle. Ça fait 40 ans qu'on a mis des parcelles expérimentales de différentes espèces dans différentes altitudes, différents sols, pour justement essayer de commencer à en sortir des enseignements. Mais le problème, c'est que pour en avoir un enseignement, il faut attendre 30 ou 40 ans. Parce qu'une plantation, on a un peu la manie, des fois on va faire visiter une belle plantation, parce qu'au bout de 2-3 ans, c'est magnifique. Mais il faut attendre 40 ans pour savoir si ça sera toujours magnifique au bout de 40 ans. Et c'est le problème de l'expérimentation forestière. On ne peut pas avoir des résultats rapidement. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a déjà eu depuis longtemps des essais qui ont été faits, aussi bien en forêt privée qu'en forêt domaniale ou forêt publique. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements comme ça à tirer. Sur le châtaignier, je suis désolé, mais il n'est pas adapté au niveau climat, c'est pas un arbre méditerranéen. Donc, il n'était pas adapté au sens écologie, si ce n'est qu'il y en avait une nécessité, et toutes les plantations qui ont été faites de châtaigniers et de pins maritimes sont des plantations d'opportunité. Alors c'était l'opportunité de survivre, on a mis des châtaigniers. Ah ben ouais, mais comme il n'est pas vraiment adapté en réalité, il a fallu faire des murets, il a fallu faire des fumures, il a fallu faire de l'irrigation. Ça c'est pour compenser la non-adaptation de l'espèce en tant que telle. Le châtaignier, il est bien à partir de 800 ou 900 mètres. Quand vous montez vers les Gouales, le châtaignier à 900 mètres, en ce moment, il est très bien. Et même avant. Voilà, je veux dire, souvent on se réfère au passé en disant les anciens, ils étaient opportunistes, ils ont fait ce qui leur permettait de vivre, permettait de faire quelque chose. Et je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à être opportuniste, c'est-à-dire, dans ce sens, effectivement, évoluer. Et ce que disait Janine à la commission forêt du parc, j'en fais partie aussi, puisqu'on y est tous les deux, c'est catastrophique d'entendre chaque fois ces mots de conservation. On veut conserver l'état tel qu'il est. Non, l'état tel qu'il est, il ne faut pas le conserver, puisque de toute façon, il évolue, et le climat évolue. Moi, quand j'entends dire, il y a une hêtraie, là, elle est super belle, il faut la garder telle qu'elle est, c'est idiot. Il faut peut-être la préserver, éviter d'y faire des catastrophes dedans, mais laisser évoluer. Si le climat, s'ils sont adaptés au climat, on sait très bien qu'une hêtraie, dans 100 ou 200 ans, ce sera que du sapin, et inversement. Les essences peuvent aussi se succéder parce que chacune est mieux adaptée pour se régénérer dessous l'autre, et ainsi de suite. Mais ça, c'est des cycles à 200 ans ou 300 ans. Et c'est là où, des fois, on a trop tendance à raisonner à court terme.
Vous disiez le pin sylvestre. Moi, j'ai eu le problème, enfin, au moment où j'ai travaillé en PACA. Tous les maires nous sont tombés dessus parce que le pin sylvestre, à mesure, il remonte. Enfin, il remonte. Il meurt en bas. Et on avait des fois 200 mètres d'altitude de pin sylvestre morts. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut les couper pour les récupérer ou on ne fait rien? Si on ne fait rien, on s'aperçoit qu'il y a des chênes verts, tout ça, qui se sèment dessous et qui vont prendre le relais. Oui, mais dans longtemps. Si on les coupe, c'est pas évident que cette régénération se fasse aussi bien dessous. Bon, mais c'est des problèmes politiques aussi. Est-ce qu'on veut avoir la patience? Est-ce qu'on laisse faire aussi? Ou est-ce qu'on récupère? Enfin, tout ça sont aussi des problèmes politiques. Même vous parliez pour l'incendie, ben oui, il y a des schémas. Et puis, bon, ben oui, les schémas qui ont été faits, mais c'est des schémas départementaux. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir les pompiers qui viennent dans chaque propriété pour vous dire, voilà, ça serait bien le coupe-feu de le faire pas en crête, un peu dessous, parce que le vent accélère. Enfin, c'est pas si simple que ça, je veux dire. Et effectivement, il faut bien avoir en tête que toutes les formules qui sont un peu simplistes, en disant, ben c'est telle essence que... C'est pas vrai, on ne peut pas le dire comme ça. Il faut chaque fois envisager tout le contexte local, le contexte qu'il y a eu avant, et voilà, je veux dire, certaines essences seront bien à un certain endroit, et ensuite, comment on va la gérer, qu'est-ce qu'on veut pour la gérer. Alors, et après, il y a les trucs généraux qui de dire, ben, il faut de la diversité, il faut arrêter de mettre tous les œufs dans le même panier, faire des grandes plantations de monospécifiques, ça c'est évident. Si on veut se réserver la possibilité que dans le futur, il nous reste encore quelque chose, autant ne pas mettre qu'une seule chose et commencer à mélanger les espèces. C'est pas toujours facile, parce qu'il y en a qui poussent plus vite et qui étouffent l'autre, enfin... Voilà, c'est toute une réflexion, mais c'est tout un travail qui est fait. Je veux dire, souvent, moi, j'entends des raisonnements un peu simplistes. Mais pourquoi vous n'avez pas mis ça? Ben, c'est pas si simple. Réfléchis un peu, parce que si je mets une espèce qui ne pousse pas dessous l'autre, c'est pas la peine de la mettre. Soit parce qu'elle a besoin de lumière, alors qu'il y en a qui ont besoin, au contraire, que d'une demi-lumière ou d'ombre pour se régénérer. Enfin, voilà, les choses sont compliquées. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de formule toute faite et qu'on a l'impression, des fois, pour les gens extérieurs, qu'on ne fait rien en forêt. Non, on ne fait pas rien en forêt. Mais on essaye de tester beaucoup de choses. Et je vous dis, moi, une expérimentation en forêt, ben, c'est 30 ou 40 ans pour voir ce que ça donne. Et Janine a eu, chez elle, puisque j'y ai participé à ce qui a été planté chez elle, effectivement, elle a eu le courage de dire, ben, j'essaye, il y a des choses qui ont raté, mais il y en a qui sont très bien. Effectivement, il faut aussi avoir ce courage de la part des propriétaires de tester les choses et de prendre le risque. Et ça, c'est un discours qu'il faudrait avoir. Il faut savoir maintenant prendre des risques pour pouvoir avancer et évoluer. Voilà, je m'excuse, j'étais un peu long, mais c'était pour un peu remettre quelques trucs. Non. On te remercie pour ta très très bonne intervention et tu as donné beaucoup d'éléments. Il y a une chose, moi, sur laquelle je veux rebondir, c'est que on n'a plus les 200 ans, là, les 100 ans, voilà. Donc maintenant, on va être obligé de se servir des scientifiques, des gens qui font des essais. Il faut avoir les retours. Il faut avoir les retours des pays chauds. On peut utiliser, comme le faisait Olivier Ébrard ce matin, tout ce qu'ils ont acquis là-bas sur le Maroc. Parce que l'Occitanie, dans une vingtaine d'années, dans 30 ans, ça va ressembler, en tout cas en plaine, ça va ressembler au Maroc. Donc on va avoir une diminution des précipitations qui est importante. Voilà. Pour préciser une chose, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que tous les départements près de la Méditerranée, mesure des espèces remontent. Et dans la logique normale ailleurs, c'est qu'elles remontent et il y en a d'autres qui arrivent dessous. L'ennui, c'est que les graines ne traversent pas la Méditerranée. Donc dessous, si on ne fait pas d'effort de réintroduire des espèces, eh bien là, il y a un creux. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'espèces au niveau du Maroc, tout ça, qui seraient intéressantes. Mais elles ne viennent pas seules. Alors que sur des espaces plus élevés en altitude, il y a toujours quelque chose dessous, même si c'est long. Alors que la Méditerranée, ça fait quand même une barrière. Et ça ne vient pas seul. Et là, on aura la nécessité de réintroduire effectivement d'autres espèces. Exactement. On ne va pas avoir le temps d'attendre que les arbres fassent le travail eux-mêmes. Les changements climatiques, on est en train de rentrer dans un changement climatique à 4-5 degrés. Bon. Il y a 10 000 ans, 12 000 ans, il y a eu un changement climatique à 5 degrés. Seulement, il s'est fait sur 6 000 ans. Quoi.
le sortir de la glaciation pour arriver à l'époque où nous on a commencé à cultiver, il y a 12 000 ans, 10 000 ans, ça se fait sur 6 000 ans. Là, on a quelque chose qui nous arrive dans la gueule sur 200 ans. Alors, un autre élément, c'est qu'on s'inquiète beaucoup pour la végétation. Si on la laisse faire, ils ont un potentiel génétique supérieur à nous. C'est-à-dire, seulement c'est très long, parce qu'à chaque génération, on fait voilà. Mais les chênes, par exemple, ils ont une capacité d'adaptation génétique supérieure à l'humain. Donc, nous, on s'inquiète beaucoup pour eux, c'est eux qui devraient s'inquiéter pour nous, parce qu'on a moins cette capacité. Je trouve que c'est assez passionnant tout ce que vous dites, et j'en apprends beaucoup. Mais il y a quelque chose dans l'immédiateté de notre présent qui interroge aussi. Et quand monsieur parlait tout à l'heure des différentes industries qui avaient vu le jour au travers de la forêt et au périphérique à la forêt, je voulais vous poser la question, j'imagine que vous êtes au courant de ce qui se passe avec Gardanne, le retour de la biomasse gardanaise. Et j'aurais voulu savoir comment, dans l'espèce de déroulé que vous nous avez proposé, vous mettez les entreprises et les différentes économies qui ne fonctionnent pas du tout par rapport à ce que vous nous avez proposé et ce que vous avez, comment est-ce qu'on pourrait dire, interrogé et avec des pistes, des solutions et tout. Mais soudainement, la venue de Kretinsky, avant c'était Éon, et maintenant on a affaire à un renouveau de cette proposition complètement aberrante, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, comment ça rentrait dans les questions que vous vous posez. Ce que je voulais dire déjà au départ, que je n'ai pas dit tout de suite, mais j'aurais dû le dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on se trompe quand on pense que c'est la seule économie dans la forêt, c'est le bois. Et c'est une grossière erreur, et particulièrement en forêt méditerranéenne. Parce que la forêt a notre rôle. La rétention d'eau, la régulation des climats, le côté bénéfique de tout ce qui est médicinal qu'on trouve dans les arbres et qui est malheureusement pas toujours valorisé à la hauteur parce que la chimie est derrière beaucoup trop présente. Le côté social, se promener, le bon air qu'on respire et le filtre que représente la forêt pour l'air, à mon avis, c'est des aménités que moi, en tant que président du CRPF Languedoc-Roussillon, je demandais depuis longtemps à l'État de prendre en compte. Parce qu'un propriétaire forestier aujourd'hui, pourquoi il fait sa forêt? Parce que ça lui coûte de l'argent et de toute façon, il voit pas de résultat. Donc, moi, Gardanne, ça ne me posait pas de problème quand c'était EON, et je pense qu'on renégocie la même chose avec Kretinsky, à partir du moment où, de toute façon, nos bois morts, il faut quand même bien les sortir. Quand on fera des coupes de pain maritime pour subsidier notre existence, il faudrait bien les envoyer quelque part. La pâte à papier, c'est pas forcément la seule opportunité. Donc moi, Gardanne, ça me gêne pas. Mais à condition que, par contre, ils nous aident. Ils aident tout ce qui est projet de recherche et chez les propriétaires. Et là, notamment, on a eu une réunion avec eux au niveau de Fibois cet été, au début de l'été, juste au début des feux de l'Aude, et on a demandé que ce soit ciblé justement pour aider la reconstruction de forêts qui soient plus résilientes au feu. Voilà. Je me permets d'intervenir parce que là, je ne suis pas d'accord, mais bon. C'est une histoire de politique. C'est une histoire de politique. Je veux dire, ces grands modèles, c'est bien, c'est des systèmes industriels. Je veux bien qu'on fasse des économies d'échelle, mais c'est des systèmes obligatoires où il y a des économies d'échelle monstrueuses, où on est dans un système capitaliste qui vise à rémunérer des actionnaires et tout ça, donc le maximum de gains possible. La forêt, si on veut avancer, pour moi, il ne faudra pas avancer avec ces genres de fonctionnement-là. Et oui, non, mais alors en attendant, bon, nous, on a déjà un gros boulot, parce que déjà 3000 hectares, nous, en autogestion, je veux dire, c'est respecter un petit peu différentes problématiques. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver, parce que ces gros systèmes, ils ne gèrent pas forcément les problématiques, ils n'ont pas intérêt à ça. C'est trop coûteux même pour eux, je veux dire. Et c'est là où ça pose problème. Donc, c'est aller vers les politiques, leur dire, c'est pas ces systèmes-là qui sont efficaces et efficients, vu les problématiques qu'on a. Il faut aller sur de la gestion multiple, avec des multipartenaires, du commun, savoir gérer des communs. Et à ce moment-là, les gains, ils sont à petit niveau, mais pour chacun.
ils ne seront pas visibles énormément pour un seul système ou une seule façon de fonctionner. Voilà, non mais là, eh ben, c'est aussi, je veux dire, aller pousser l'hypothétique pour qu'ils aillent soutenir des systèmes plus résilients, des systèmes à gestion multiple, avec intervenants multiples. Je pense que les solutions, elles ne pourront venir que comme ça. Malheureusement, j'y crois pas trop parce que le changement climatique qu'on a aujourd'hui, c'est la résultante quand même de toute cette économie qui dysfonctionne complètement. Et aujourd'hui, personne ne fait son mea culpa. Hein. Donc la solution ne viendra pas par là, quoi. Puisque c'est ces systèmes industriels qui nous ont amenés là. C'est pas par eux qu'on aura la solution. C'est par d'autres façons de faire de la politique, de tout ça. Et de gérer l'eau, et de gérer tout ça. Désolée, j'étais pas là au début, donc vous en avez peut-être déjà parlé, mais par rapport à la vocation pastorale de la forêt, est-ce que vous réfléchissez aussi à diversifier les races et peut-être faire venir des races plus du sud qui pourraient mieux valoriser les nouvelles forêts ou les forêts de demain et plus supporter le stress hydrique aussi? En fait, c'est surtout une dynamique, une façon de gérer l'élevage. Plus on a d'éleveurs, favoriser les ventes directes, favoriser le côté paysan. C'est aux éleveurs après à adapter les races qui correspondront plus à leur fonctionnement à la pâture, des pâtures différentes qu'elles soient. Dans les Cévennes, il y a des races adaptées aux Cévennes. Il y a eu des chèvres cévenoles, il y a une race de chèvres cévenoles. Il y a voilà, il y a plein de génétiques différentes. Sauf qu'elles tendent à disparaître, ces génétiques. Elles ont été, moi je me souviens il y a quelques années, les reproducteurs de certains types de races voulaient être gérés, les politiques voulaient les laisser à des organismes de sélection de races, c'est tout. Je veux dire, c'est comme l'INRA qui avait des populations énormes en génétique de céréales, mais aussi de plein d'autres choses, qui se retrouvent à éliminer, parce que ça coûte trop cher à entretenir, toute cette réserve. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que les réserves de génétique, que ce soit par exemple en botanique, c'est en Norvège, dans des centres isolés, et qui seront à la merci de qui? Parce que c'est ceux qui déposent qui seront détenteurs des droits d'utilisation de la génétique qu'ils ont déposée. Donc c'est pour ça que j'en reviens moi à des notions d'acteurs multiples, d'acteurs du terrain. Je veux dire, c'est des fonctionnements de base qui font que des éleveurs de porcs qui vont pâturer sous les châtaigniers, et c'est pas évident. Dans le système actuel, c'est beaucoup plus facile d'avoir un système intégré avec des porcs à l'intérieur et nourris à gros renfort d'intrants alimentaires et d'antibiotiques. Il ne faut pas oublier aussi. Alors que des races soit mélangées, soit des races rustiques qui puissent pâturer, qui puissent manger les stores seront beaucoup plus adaptés et beaucoup plus résilients, beaucoup plus, sains, entre guillemets, aussi, parce que moins soignés par des béquilles. Il y a une quarantaine d'années, j'avais entendu dire qu'en France, il y avait un développement des fameux 30 mètres de séparation dans les forêts, c'est-à-dire vraiment des constructions de voies vides pour éviter les feux. Et j'ai vu le départ, il me semble en Loire, mais j'ai jamais vu en France cette action. Je pense que c'était après les grands incendies des Landes où les gens étaient complètement traumatisés. Ouais. Le problème des pare-feux, on l'a vu avec les incendies d'il y a 2 ans dans les Landes. Pourtant, des pare-feux, il y en avait et ça n'a servi à rien. Parce que c'est une essence, le pain maritime, assez spéciale, avec ces cônes qui sont capables d'exploser très loin et de mettre le feu bien plus loin. Et de toute façon, après, c'est le problème aussi de l'entretien. Parce que ce n'est pas forcément toujours bien entretenu les coups-feux. Oui, alors, je pense que les scientifiques pourront nous en parler, mais on va avoir une recrudescence aussi de ce qu'on appelle les méga-feux. C'est-à-dire des feux qui vont avoir des hauteurs de flammes énormes et qui vont projeter des projectiles enflammés à des distances qui vont dépasser largement tout ce qu'on pourra faire comme protection. Donc là aussi, c'est une problématique supérieure qui fait que la gestion classique par feu, tout ça,
fonctionnera de moins en moins en fait. Je peux juste confirmer ce qui a été dit. Un méga feu convectif avec des circulations, ça fait littéralement ça a cette forme. Ça monte très très haut et ça peut charrier des débris incandescents sur des dizaines de kilomètres. Donc le pare-feu de 30 mètres, il compte pas dans ce contexte-là. Ah oui, et puis Canadair non plus. Donc voilà, c'est une réalité. Maintenant, moi j'en profite pour, même si c'est pas vraiment la solution, mais rappeler vraiment les excellentes présentations de ce matin sur les techniques traditionnelles Sevnol de gestion de l'eau. Parce que s'il y a une chose qui peut limiter les feux, c'est bien d'avoir un couvert qui n'est pas en état de sécheresse. C'est peut-être la seule chose qui offre une garantie au-delà de la sélection au cas par cas des essences les plus opportunes. Moi, je voulais demander un peu plus de précision sur les essences qui ont été essayées, sur peut-être des nouvelles techniques, la régénération spontanée, tout ça. Enfin, j'aurais bien aimé avoir des retours de vos expériences de, comment on dit, sylviculteurs, pour voir qu'est-ce qui pousse sous quoi, qui c'est qui marche bien, qui fait un peu rêver et tout ça, parce que moi je viens de plus haut sur la Corniche et par exemple je sais qu'il y a eu des subventions dans les années 70 où ils ont planté plein de Douglas partout qui n'ont jamais été récoltés. C'est une catastrophe, donc je me dis peut-être aujourd'hui j'ai envie d'entendre des expériences plus positives. Venez demain à 14h à la salle Boulan et on fait la tournée en forêt, mais 3 heures de marche, tranquille, ça descend, ça monte un tout petit peu, après ça descend. Et on voit plein de choses et on pose plein de questions et moi aussi j'en apprendrai. Parce que c'est pour moi très riche de recevoir des gens en forêt et j'ai la chance de recevoir aussi beaucoup d'étrangers, je ne sais pas comment ils me trouvent, et leur questionnement me fait avancer dans ma recherche. Donc à demain. Peut-être un petit point, moi je fais partie de l'association Forêt Méditerranéenne, je ne sais pas si un certain en a entendu parler. Voilà, qui est une association qui fonctionne déjà depuis pas mal de temps et qui réunit plein d'intervenants, des chercheurs, des universitaires, des l'ONF, le CNPF, des paysans locaux aussi, voilà, pour discuter un petit peu sur des termes particuliers. D'ailleurs, leur thème actuel, c'est la forêt et l'eau. Il faut le savoir. Bon, mais le thème précédent, il y a 5 ans, on les avait reçus, c'est le sylvopastoralisme, la forêt, le sylvopastoralisme. Voilà. Et il y a plein d'articles qui aussi relatent. Voilà, il y a pas mal de documents à aller consulter ou à acquérir pour aller se renseigner un petit peu, travailler là-dessus, sur pas mal d'essences de feuillus et de résineux. Oui, je connais bien l'association Forêt Méditerranéenne, j'y suis depuis la création. Et je voulais vous dire que justement, il y a eu un cycle Forêt-Eau, ils sont venus à Bagnères. Et là est venu Philippe Durand, qui est le professeur qui manage à AgroParisTech Nancy le service Forêt-Eau. Et on a, au bout d'1 an et demi, réussi à mettre en place, avec les 2 ETPB du Gardon et de la 16, pendant 3 ans, les élèves ingénieurs vont venir travailler sur ces 2 bassins versants pour voir qu'est-ce qu'on fait, quelle est la meilleure sylviculture, qu'est-ce qui est le plus adapté. Donc on aura peut-être un peu plus de réponses si dans 3 ans on remet la question sur le tapis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plein d'intervenants, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui discutent, qui font varier de façon plutôt transversale les informations. Et je pense que les solutions, elles sont là, elles ne sont pas qu'avec les chercheurs, même s'ils sont hyper importants. J'en ai à côté de moi, il faut. Et puis les paysans, et puis voilà, et puis les forestiers, voilà, et tout ce brassage de façon transversale peuvent avancer les choses. Je pense que il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas un feuillu miracle, il y a plusieurs solutions à des endroits différents. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner, de façon multiple à certains endroits, mais de façon la plus constructive possible. C'est pas simple, mais à mon avis, c'est comme ça qu'il faut raisonner. L'accès à ces connaissances qui posent question au commun des mortels, puisque c'est évident, il y a une multitude de solutions qui sont extrêmement locales,
comment on a accès à ces données? Il n'y a pas une... Je sais pas, parce que là, on parle d'une association à une autre, voilà comment on circule. Non, mais il y a une très grande bibliographie sur la forêt méditerranéenne qui est Circum Méditerranée et qui existe depuis 30 ans ou 40 ans. Donc, ils ont traité énormément de sujets et vous pouvez vous inscrivez sur le site et vous pouvez avoir accès aux données. C'est quand même très technique et de haut niveau. Juste pour mémoire, ils font leur assemblée générale samedi prochain chez Monsieur Casal à Pignan. À Pignan. C'est un couple de plus de 80 ans qui ont passé leur vie à transformer la garrigue dans une forêt qui est assez extraordinaire. Voilà. C'est pas très cher de cotiser et d'acquérir les quelques documents qui peuvent vous intéresser. Peut-être pas tous de ce qui est paru, mais enfin voilà, c'est pas très très cher. On n'est pas au niveau souvent des documents universitaires ou de chercheurs qui sont vraiment très très chers. Là, on est sur des coûts quand même très très abordables. Moi, c'est une question sur la stratégie. Ce que j'ai entendu, si on se retrouve comme au Maroc, est-ce que c'est une bonne stratégie de planter des arbres plus adaptés au climat marocain? Alors que moi, ce que j'ai entendu sur l'hydrologie, si l'évapotranspiration, donc, quel est le facteur? Comment on peut choisir s'il va y avoir moins d'eau? Est-ce qu'il faut des arbres qui vont moins transpirer, quoi? Moi, c'est quelque chose qui me fait peur. À quel choix il faut, parce qu'on ne peut pas savoir combien il va y avoir d'eau, donc quel arbre il faut et quelle essence il faut choisir. Il n'y a pas de savoir absolu là. Il faut tester. Moi, j'ai été en Albanie il y a 5-6 ans. Vous avez des chênes douciers qui font 4 ou 5 mètres de diamètre, qui arrivent à pousser sur des terrains où il n'y a pratiquement rien. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose autour. Et pourtant, c'est un pays méditerranéen. Il y a peut-être des choses à essayer là-dessus. Il y a peut-être, il y a aussi des tas d'autres expériences. Et les expériences sur les Cévennes ne seront pas les mêmes effectivement que sur le Larzac ou que dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, pas mal de paysans essayent aussi de faire, avec les arbres disponibles, effectivement, de laisser les troncs en travers pour limiter un petit peu l'érosion. Voilà, c'est des essais, en replantant des arbres dessus. Et chaque endroit, par rapport aux acteurs du terrain, avec des chercheurs et tout ça, peut trouver des solutions adaptées spécifiquement à certains endroits. Mais c'est vrai qu'on est déjà ici dans les températures du milieu, ou si c'est pas même du sud de l'Espagne, depuis les 20 ans ou 30 ans, et que dans 10 ou 20 ans, on va avoir les températures comme pour remarquer au Maghreb. Je pense que c'est une question évidemment pertinente, mais difficile. On ne peut pas y répondre en fait. Parce que ça va vraiment, comme monsieur disait, dépendre des situations locales. Parce que même prendre des essences marocaines, il faut s'assurer aussi que le sol sera approprié pour cette essence-là, que les mycorhizes feront leur boulot comme elles devraient le faire, qu'il y aura assez d'humidité pour les mycorhizes, etc. Donc, je ne fais que répéter ce qui a été dit il y a une seconde. Il faudra tester ça. Il faudra faire des petites parcelles où on teste et on prend à un moment donné qui est probablement beaucoup trop tôt dans le développement de la parcelle. Il faudra peut-être quand même prendre le risque de faire une décision et de dire oui, ça marche ou non, on arrête là. Donc, c'est vraiment la question clé, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas qu'un facteur qui est important, c'est un ensemble de facteurs. C'est pas parce qu'un arbre, parce qu'il faut à un endroit faire de l'évaporation, il faut aussi les gens qui vivent sur place, qu'est-ce qu'ils font avec ces arbres et qu'est-ce qu'ils font avec le biotope tout autour. Si on a un arbre idéal à un instant T, s'il n'y a rien autour ou quoi que ce soit, ou si d'autres facteurs vont contrer cela, ça ne va pas durer bien longtemps. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et c'est complexe. On ne peut pas avoir de réponse comme ça, d'une essence ou 2 ou 3 qui seraient magiques pour pouvoir refaire de la forêt avec le climat qu'on aura dans 30 ans. Qu'est-ce qu'on imagine des humains et des animaux de la biodiversité qu'on peut essayer de présager dans 20 ou 30 ans et de réfléchir à toute cette complexité, mais c'est pas exclu de pouvoir faire des choses. Mais il faut réfléchir de façon beaucoup plus globale.
que d'avoir des solutions faciles a priori, mais qui n'auront aucune pérennité. Et qu'est-ce qu'il y aurait eu comme arbre naturellement si l'homme n'était pas intervenu dans les Cévennes? Là, je peux répondre au climax. On avait du chêne vert et du chêne pubescent, et on avait le fameux pin de Salzmann, parce qu'en fait, le pin de Salzmann, son nom latin, c'est Pinus sebenensis, Pinus sebenensis. C'est le pin des Cévennes, à l'origine. C'est un laricio, il est beaucoup plus frugal que les pins ordinaires, et c'est pour ça qu'on commence à le reboiser pas mal. Il est très régulier, voilà. Et il y en a, on en a planté, nous aussi, on a essayé. Moi, j'ai essayé tout ce que j'ai pu trouver. Donc, et si les chevreuils ou les lièvres ne sont pas mangés, ils sont là. Voilà. Je vous conseille la visite de la forêt de Janine demain. Je vais vous remercier d'être des êtres conscients. Oui, ouais, merci. On est limité de questions en timing. Ah bah, je suis contente on va de prendre la dernière. Merci. C'est passionnant depuis ce matin. Alors moi, je ne connais rien à la forêt. J'y connais encore moins à tout ce qui concerne la forêt cévenole. Mais j'ai quand même quelque chose qui m'intrigue dans tout ce que vous dites sur la dimension très interventionniste en fait de tout ce que vous proposez. Alors, je comprends l'idée de oui, il faut agir, machin. On a peur et c'est normal de vouloir se dire qu'il faut agir. Mais en fait, on a une forêt. Alors, j'ai eu la chance en fait de visiter la forêt de la Massane, qui donc se trouve pas si loin de chez nous, hein, dans l'arrière-pays de Perpignan, qui est une forêt de hêtraies, qui est très exposée au changement climatique, qui est aussi du coup très étudiée sur le plan scientifique. Et je me disais dans quelle mesure, voilà, toute l'étude qui a été faite sur cette forêt, donc elle est en libre évolution depuis 150 ans, dans quelle mesure on peut apprendre de cette expérience-là, c'est-à-dire de ne pas intervenir. Voilà, c'est un autre paradigme, mais ça m'intéresse d'avoir votre opinion, peut-être scientifique, sur cet aspect-là. Dans quelle mesure le fait de ne pas intervenir peut aussi être une solution? Rassurez-vous, de toute façon, tout le monde ne va pas intervenir en forêt française. 75% de la forêt est privée. Les propriétaires de moins de 4 hectares sont très nombreux. Les 3/4 du temps, ils ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de forêt, ils ne savent pas où elle est. Donc, ne vous inquiétez pas, on va pas tout bouleverser d'un seul coup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos intervenants, à Eric, à Janine pour leur retour de terrain, à Philippe pour ses données scientifiques,